Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'Éthiopie et le Kenya réaffirment leur engagement à promouvoir les projets d'infrastructures transfrontaliers. Les deux pays ont notamment décidé d'accélérer le développement du projet de corridor routier Mombasa-Nairobi-Addis Abeba. La troisième édition des Financial Afrique Awards aura lieu ce 17 décembre à Dakar, au Sénégal. Événement devenu incontournable sur le continent et qui est destiné à valoriser les réussites africaines. Et puis, si Douala reste le seul port de pêche industriel et reçoit en moyenne 10 000 tonnes de produits, la pêche artisanale non négligeable dans le tissu économique camerounais utilise plusieurs points de débarquement dans l'un des plus importants est Kribi. Focus sur la ville située au sud-ouest du Cameroun dans ce journal. Mais tout d'abord, la justice angolaise poursuit sa lutte contre la corruption. Cette fois, c'est Manuel Rabelais qui est dans le collimateur, l'ancien directeur de l'ex-bureau angolais de revitalisation de la communication institutionnelle est poursuivi pour détournement de fonds, violation des règles d'exécution du plan et du budget et blanchiment d'argent. Son procès a débuté mercredi 9 décembre. Il a pour co-accusé Hilario Santos, ancien assistant administratif de l'institution. Le ministère public angolais déclare avoir la preuve que les accusés ont détourné de grosses sommes et ont transféré plus de 200 000 euros des comptes de l'institution alors que celle-ci n'était plus opérationnelle sous l'actuel président João Lourenço. La coopération entre le Kenya et l'Éthiopie de plus en plus solide. Les gouvernements kenyans et éthiopiens sont parvenus à un accord pour promouvoir le développement, la gestion et l'utilisation du corridor de transport entre les deux pays. Les deux nations accélèrent le développement du projet de corridor routier Mombasa-Nairobi-Addis Abeba afin de promouvoir le commerce et l'intégration régionale. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Lancement du poste frontière à guichet unique de Moyale. Le président Uhuru Kenyatta et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se sont rendus à Moyale, ville située entre le Kenya et l'Éthiopie, pour inaugurer la nouvelle infrastructure destinée à favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. Le nouveau poste frontière contribuera également à stimuler le commerce frontalier. We are one people, one family. Nous sommes un peuple, un pays. Cette nouvelle infrastructure aidera les deux pays en termes d'affaires, de commerce et de tourisme. La nouvelle infrastructure réunira les deux familles et exploitera le potentiel et les opportunités d'affaires et d'économie. Pour sa part, le président Kenyatta a affirmé l'engagement du Kenya en faveur du développement de corridors économiques de transport qui assureront une connectivité transparente et amélioreront le commerce et la logistique dans la région, affirmant que les projets de transport contribueront à stimuler le commerce interrégional et à renforcer encore l'intégration régionale. En plus de faciliter le commerce entre les deux pays, ce poste frontière renforcera également les interactions entre nos peuples et créera une synergie et une unité d'objectifs. Nous devons travailler ensemble en tant que deux voisins pour faire face aux éléments qui vivent en nous et parmi nous et qui menacent la paix et la stabilité du Kenya et de l'Éthiopie. Nous devons travailler ensemble pour les éliminer. Pour les deux hommes politiques kenyans et éthiopiens, les habitants de Moyale ont un rôle clé à jouer dans le renforcement des liens entre le Kenya et l'Éthiopie. Outre le nouveau poste frontière, la route Awassa-Agéhé, Mariam-Moyale, longue de 500 km, fait également partie du projet de route transafricaine et constitue un segment clé de transport Mombasa-Nairobi-Addis Abeba. L'Éthiopie, pour qui 2020 aura été une année tumultueuse. Le pays a dû affronter diverses crises sociopolitiques et économiques, la dernière en date étant le soulèvement dans la région du Tigré. Tout ceci sous fond de crise sanitaire mondiale. Un bilan dans ce sujet de Nelly Claude Bessa. Depuis le début de l'année 2020, le gouvernement éthiopien a dû faire face et gérer des crises, mais aussi celles de Covid-19. Les émeutes de 2020 sont une vague de troubles civils qui ont balayé l'Éthiopie après l'assassinat du musicien Hachalu Hundessa le 29 juin 2020, entraînant le décès d'au moins 200 personnes. Mais la plus grave crise est l'opposition politique entre les dirigeants de la région du Tigré et le gouvernement central qui porte sur l'organisation d'élections générales et régionales. En effet, les élections législatives précédemment prévues pour août 2020
ont été reportés en mars en raison de la pandémie de la Covid-19 et se tiendront probablement d'avril à juin 2021 au plus tôt. Une situation ayant conduit au conflit armé en novembre 2020 entre la région du Tigré et le gouvernement central éthiopien. Sur le plan politique, cette situation sécuritaire complique un peu la mise en œuvre d'une politique de stabilité, de dialogue, de paix. Aujourd'hui, la situation est relativement stable. L'armée centrale pense dominer la situation de manière générale, mais les combats ne sont pas encore terminés et la situation sur le terrain humanitaire est assez complexe. La situation va rester encore, je pense, un peu confuse pendant les mois à venir. De plus, les tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil bleu se sont intensifiées après que l'Éthiopie a annoncé qu'elle avait commencé à remplir le réservoir du barrage. Une action que l'Égypte a condamnée, affirmant que le barrage ne peut être rempli sans un accord juridique sur la répartition équitable des eaux du Nil. L'Éthiopie, pour sa part, avait déjà indiqué qu'aucune force ne pourrait l'empêcher de terminer le barrage et qu'il y a des millions de personnes préparées pour la guerre en cas de besoin. Pour l'heure, les pays concernés, à savoir l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, ne se sont pas encore accordés pour le partage de cette ressource. Il n'y a pas encore de terrain d'entente. Pour l'instant, les voisins observent avec une forme de circonspection les décisions qui ont été prises de la mise en eau du barrage. C'est une ressource qu'ils ont en partage et le mieux ce serait qu'ils engagent très rapidement un dialogue pour trouver les meilleures modalités de la gestion de cette ressource en eau qui est vitale à la fois pour l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Malgré les changements incontestablement positifs introduits par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis 2018, l'Éthiopie, pays au passé politique fortement rythmé par les guerres civiles, a traversé en 2020 de fortes turbulences de son histoire, exacerbées par le conflit au Tigré. Ce 17 décembre, direction Dakar, la capitale du Sénégal, accueille la 3e édition des Financial Africa Awards au musée des civilisations noires. Les 2 premières éditions s'étaient tenues en Côte d'Ivoire. Au cours d'une soirée de gala, la liste des 100 personnalités qui transforment l'Afrique de 2020 sera dévoilée. Le thème retenu cette année est Covid-19, catalyseur de la 4e révolution industrielle. Siamlo Victoria Seji. Après 2 éditions tenues à Abidjan, la capitale ivoirienne, la 3e édition des trophées Financial Africa Awards se tiendra ce 17 décembre à Dakar, la capitale sénégalaise, au musée des civilisations noires. Organisé par le journal Financial Afrique, les premières éditions ont permis de consolider les acquis de ce rendez-vous continental devenu incontournable. Cette 3e édition se veut particulière et se tiendra sous le thème Covid-19, catalyseur de la 4e révolution industrielle. Les premières, 2e et 3e révolutions se sont faites, est-on tenté de le dire, sans l'Afrique, mais cette 4e révolution ne se fera pas sans nous, parce que l'Afrique a beaucoup d'atouts. Cette 4e révolution met l'accent donc sur ces changements, ces bouleversements qui étaient là avant le Covid, qui sont accélérés aujourd'hui. On peut parler par exemple du télétravail. Ça devient de plus en plus une norme. C'était une exception avant le Covid. On peut parler des big data, les données, parce que les données sont devenues essentielles. Donc il y a un certain nombre d'enjeux. Les trophées Financial Africa Awards renversent les clichés, récompensent les réussites africaines. À l'instar des autres éditions, une liste prestigieuse des 100 personnalités qui transforment l'Afrique en 2020, basée sur une sélection rigoureuse faite par un jury international, sera dévoilée lors d'une soirée de gala ce 17 décembre. Les 100 personnalités qui sont choisies pour être dans la liste des 100, ces 100 personnalités emploient, certains emploient des milliers de personnes, d'autres transforment leur environnement de manière très forte par leur plaidoyer, par leur implication dans les associations, par leurs idées. Donc, en un mot, ce rassemblement du 17 décembre, ici à Dakar, vise à célébrer l'Afrique qui bouge, l'Afrique résiliente, puisque souvent, l'Afrique qu'on voit, c'est l'Afrique d'antan, c'est l'Afrique pauvre, l'Afrique désespérée. Média multisupport, Financial Afrique a été fondé en 2013 à Casablanca au Maroc.
Il s'est aujourd'hui énergétiquement enraciné dans le paysage médiatique international, au point d'être une référence. Capital Afrique, lancé récemment à ses côtés, en est la déclinaison anglaise. Également dans l'actualité, jeudi 10 décembre, les autorités égyptiennes ont reçu les premières 50 000 doses de vaccins chinois Sinopharm contre la Covid-19. Un cadeau des Émirats arabes unis, bienvenu, alors que le pays fait face à une nouvelle augmentation de cas ces dernières semaines. Avec plus de 120 000 cas et près de 7 000 morts liés à la Covid-19, l'Égypte reste à ce jour l'un des pays les plus affectés par la pandémie sur le continent. La campagne de vaccination mise en place par le gouvernement pour tenter d'enrayer une seconde vague devrait donner la priorité au personnel de santé, particulièrement à ceux s'occupant de malades de la Covid-19 ainsi qu'aux personnes atteintes de pathologies comme le cancer. Les autorités béninoises annoncent la validation de la stratégie nationale de mécanisation agricole, une stratégie qui a été soumise aux experts du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Celle-ci devrait permettre de booster le secteur agricole du Bénin. Marine Tolo. Le Bénin a validé sa stratégie nationale de mécanisation agricole au cours d'un atelier technique tenu à Cotonou le 26 et 27 novembre 2020. D'après la Food and Agriculture Development au Bénin, cette nouvelle stratégie nationale de mécanisation agricole contribuera à terme à relever des défis de la promotion de la mécanisation des activités de production végétale, animale et halieutique, celle de recherche et développement et des nouvelles technologies de mécanisation de transformation des produits agricoles. L'agriculture béninoise, à l'instar de celle de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, est dominée par les exploitations agricoles familiales et le pastoralisme caractérisé par l'utilisation des facteurs traditionnels de production avec l'utilisation des outils et équipements rudimentaires et parfois inappropriés, de faibles superficies exploitées et bien d'autres maux qui entraînent une faible productivité. Notons que le secteur économique le plus important du Bénin est l'agriculture. Il fournit 80% des produits d'exportation et fait vivre environ les 2/3 de la population. À cet effet, la modernisation du secteur agricole est essentielle pour la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire de la population. Cependant, l'agriculture est encore dominée par les petites exploitations familiales et reste peu diversifiée. En saut de temps, si vous voulez, en actualisant sa stratégie de mécanisation agricole, le Bénin se lance véritablement vers la modernisation de son agriculture au regard des avantages multiples qu'offre la mécanisation, notamment l'amélioration de la productivité, la réduction de la pénibilité des tâches ou des opérations, le développement de l'ensemble du système de la chaîne de valeur agricole, pastorale et halieutique. L'agriculture au sens large va ainsi jouer ou va continuer de jouer pleinement son rôle de moteur de l'économie avec la création de richesses, la création d'emplois décents, tout en remplissant sa fonction première, qui est celle d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. À titre de rappel, le projet ProAgri 3 avait largement pris part à l'élaboration de plusieurs documents de stratégie consacrés au développement du secteur agricole et lui a donné d'importantes impulsions. De l'avis de certains experts, cette nouvelle stratégie nationale du mécanisme agricole permettra au secteur agricole du Bénin de retrouver une nouvelle orientation pour son développement. La pêche artisanale maritime est très active au Cameroun, notamment dans la ville de Kribi, située dans la région du sud-ouest. Une ville dont le modèle économique est majoritairement basé sur cette activité. La pêche artisanale développe une longue chaîne de petites activités qui permettent à plusieurs ménages d'en tirer une source de revenus stable. Découverte dans ce sujet de Viviane Baoken. À Kribi au Cameroun, la pêche artisanale est un maillon essentiel dans la subsistance des populations locales. Pêcheurs, revendeuses et braiseuses sont les principaux acteurs d'une économie saisonnière qui fait ses beaux et ses mauvais jours. Le plus souvent, le kilo, c'est 9 000 à 10 000. Mais comme nous passons des temps difficiles, nous faisons le kilo actuellement à 8 500. Les périodes de plus d'affluence, c'est en août. Août-juillet que nous trouvons assez de gambas et les crevettes se trouvent en octobre-novembre. C'est la saison des crevettes. On peut les trouver à 2000 francs le kilo de crevettes et 2500 au plus. Les gambas montent de 8500 à 10 000 et les crevettes montent de 3000 à 5000 francs le kilogramme.
Quand le client arrive, on l'oriente, il peut acheter son poisson. Et il vient ici, là, on braise le kilo à 1500. Donc, on fait aussi les bouillons, on fait aussi les bandias. Si le client veut le bouillon, on fait le bouillon. Ce sont les batangas, ils mangent les bandias. On saute aussi, on prépare aussi les crevettes et les gambas, on saute ça à l'ail. Les touristes affluent, recherchant la denrée la plus fraîche et l'affaire la plus juteuse. Malgré la saison d'abondance de poissons, beaucoup se plaignent des prix. C'est bien dommage parce que moi je suis de passage ici et je croyais vraiment me ravitailler. Mais ce que je constate est que Kribi étant une structure où on peut trouver du poisson à tout moment et du poisson frais, je constate plutôt que c'est excessivement cher par rapport par exemple à Douala, plus précisément à Yukwe. Les pêcheurs, étant les premiers maillons de cette chaîne de production, se plaignent des conditions de pêche, expliquant la hauteur des prix. Bon, les difficultés que nous rencontrons, c'est que quand nous sommes là-bas, il y a les dauphins qui nous déchirent les filets. Il y a aussi les bateaux qui nous dérangent parfois au niveau des distances qu'on peut pêcher. Donc les distances que les pêcheurs ont les distances de pêcher, mais quand on arrive au niveau des bateaux, les bateaux nous gênent par la distance qu'on peut le faire. Et on recule encore plus bas pour voir si on peut mieux pêcher. L'avenue du port en eau profonde de Kribi, opérationnelle depuis 2018, donne de l'espoir à ses habitants en quête de meilleures conditions de travail. La dynamique impulsée par ces activités portuaires promet une baisse notoire du taux de chômage des populations locales qui souhaitaient une qualité de vie plus adéquate. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.